commencé, les universitaires américains ont commencé à publier, alors là, des autres archives sur la manière dont ils concevaient cette recherche. Si vous voulez bien deux mots de ces archives russes, c'est une histoire extraordinaire. Alors en fait, en mai 40, quand les Allemands rentrent à Paris, il y a un sondeur commando, c'est-à-dire un commando spécialisé, qui arrive directement au Grand Orient, de la Grande Loge, toutes les obédiences maçonniques, et dans la journée, pratiquement tout. Ils n'ont pas raflé que ça, ils ont raflé les archives du bureau, les archives du ministère des Affaires étrangères, les archives de la CGT, les archives du Parti communiste, ça représentait 21 millions de documents qui sont partis. Et ils ont aussi fait la même chose via la milice, les autorités de la collaboration à Bordeaux. Par exemple, la majeure partie des archives maçonniques Bordeaux de 1743 sont à Minsk, en Biélorussie. Les nazis ont rapatrié tout ça en Allemagne, et en fait, la base documentaire était telle que quasiment ils n'ont rien classé. Donc c'est dans un état, vous imaginez. Les Russes ont récupéré et ont tout classé. C'est-à-dire qu'on a boîte par boîte, à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a, etc. Mais comme les Russes étant des soviétiques pas vraiment branchés au terrorisme, ils ont rangé ça dans un coin. Et vers les années 2000, une universitaire américaine qui était dans les archives de l'Armée Rouge s'aperçoit de la masse énorme de documents qui viennent des collègues français à Paris, et à un certain moment, donc, les obédiences maçonniques concernées, c'est-à-dire le droit humain, la France et le Grand Orient, saisissent l'État français, et à ce moment-là, les Russes rapatrient une partie de ces archives maçonniques, mais les Russes étant russes, soit négligence, soit taquinerie, quand on y va, il y en a toujours. Et chaque fois qu'on ouvre une boîte, il y a toujours une boîte derrière, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Pour la petite histoire,